Elle pensait que les mots murmurés de sa belle-mère étaient des prières. Mais c'était un plan pour lui voler son enfant. C'était un jour glorieux. Le genre de jour où le soleil semble conspirer avec le bonheur humain, déversant une lumière dorée sur chaque visage souriant, chaque fleur soigneusement arrangée, chaque ruban de satin flottant doucement au vent. L'église était bondée. Les bancs de bois polis brillaient sous la lumière qui filtrait par les hautes fenêtres, colorant l'air de nuances d'ambre et de bleu. Le parfum des lys blancs se mêlait à l'arôme de l'encens, créant une atmosphère qui promettait de nouveaux départs. À l'entrée de l'église, entourée d'un cortège de demoiselles d'honneur vêtues de ton lavande, elle attendait. Sa robe de mariée était un chef-d'œuvre de dentelle et de perles, le voile cascadant comme un nuage de brume sur ses épaules délicates. Son nom était Claire, 23 ans, enceinte de 3 mois, et sur le point d'épouser un homme qu'elle ne connaissait que depuis 8 mois. L'orgue commença à jouer. Les portes s'ouvrirent, tous se levèrent. Claire fit le premier pas vers l'autel, son cœur battant comme un tambour de guerre dans sa poitrine. Non pas de joie, comme tout le monde l'imaginait, mais d'une chose qu'elle ne pouvait nommer. Une sensation étrange, comme si elle ne marchait pas vers un avenir radieux, mais vers un piège soigneusement déguisé en bénédiction. Elle n'avait pas de père pour la conduire, pas de mère pour ajuster son voile. Orpheline depuis l'âge de 17 ans, Claire avait appris tôt que le monde n'offrait pas de filet de sécurité aux filles comme elle. Seulement des fenêtres d'opportunité qui se refermaient rapidement. Et quand elle rencontra Benoît, un homme d'une famille traditionnelle, dont le nom ouvrait des portes, avec des promesses murmurées à l'oreille, les nuits de pleine lune, elle saisit cette opportunité à 2 mains. Maintenant, marchant seule dans l'allée de l'église, elle sentait le poids de centaines de regards sur elle. Des regards évaluateurs, jugeurs, curieux. « Qui est-elle » murmura quelqu'un. « D'où vient-elle » murmura une autre voix. Claire garda le menton haut. Elle sourit doucement. Son visage était un masque de sérénité peint sur un océan d'incertitude. Mais ses yeux, si quelqu'un prenait la peine de regarder attentivement, brillaient d'une intelligence affûtée. Une perception aiguë, une conscience de chaque mouvement, chaque murmure, chaque regard échangé entre les invités. Elle n'était pas stupide. Elle savait que pour la famille de Benoît, elle était une intruse, une inconnue, une fille sans histoire, sans famille, sans fortune. Juste avec un enfant qui grandissait dans son ventre et un joli visage suffisant pour capter l'attention d'un héritier. Mais ce qu'il ne savait pas de Claire pourrait remplir des bibliothèques. À l'hôtel, Benoît l'attendait. Grand, les épaules larges, vêtu d'un smoking impeccable qui coûtait plus que ce que Claire avait gagné en une année entière de travail comme secrétaire. Son sourire était blanc, parfait, répété. Il tendit la main quand elle s'approcha. Claire la prit. Ses doigts étaient chauds, fermes, possessifs. « Tu es magnifique », murmura-t-il. « Merci », répondit-elle, sa voix douce comme de la soie. À côté de l'autel, observant chaque seconde avec des yeux qui ne sillaient pas, se tenait la mère de Benoît, Madame Béatrice. 62 ans d'élégance cultivée, de bijoux hérités et de pouvoir social accumulé au fil des décennies. Sa robe était bleu marine, choisie spécifiquement pour ne pas rivaliser avec la mariée, mais pour affirmer son autorité. Son collier de perles avait 3 rangs. Ses boucles d'oreilles en diamant captaient la lumière comme de petits soleils. Et son sourire, quand elle regardait Claire, était aussi doux que du poison enrobé de sucre. « Bienvenue dans la famille, ma chère », avait dit Madame Béatrice la veille au soir, lors du dîner de répétition. Elle prit les mains de Claire entre les siennes, les serrant avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi raffiné. « Nous sommes si heureux de vous accueillir, si heureux !» Mais le mot « heureux » sonnait étrangement en sortant de cette bouche peinte en rouge foncé, comme une note de musique jouée un demi-ton trop bas. Assez désaccordé pour que l'oreille attentive perçoive que quelque chose n'allait pas. Claire le remarqua, mais elle sourit, remercia et mangea son dîner en silence tout en planifiant chaque mouvement de sa propre partie d'échecs. Parce que Claire n'était pas celle qu'il pensait qu'elle était. La cérémonie commença. Le prêtre, un homme aux cheveux blancs et à la voix grave, ouvrit la Bible et commença à réciter les paroles sacrées qui uniraient 2 vies. Les mêmes mots répétés depuis des siècles, dans des milliers d'églises, pour des millions de couples. Des mots qui promettaient un amour éternel, une fidélité inébranlable, un respect mutuel. Claire écoutait, mais son esprit était ailleurs. Il était dans les regards que Madame Béatrice lançait dans sa direction. Rapide, calculateur, comme un chat évaluant une souris piégée dans un coin. Il était dans les conversations qu'elle avait entendues accidentellement, ou peut-être pas si accidentellement, dans les couloirs de la demeure familiale pendant les préparatifs du mariage. « Elle est si jeune », dit l'une des tantes de Benoît, sa voix dégoulinant de condescendance. « Et sans famille. Comment saurons-nous d'où elle vient vraiment ?» « Benoît a toujours été impulsif », répondit une autre voix, celle de la sœur aînée de Benoît. Mais cette fois, il s'est surpassé. « Épouser une secrétaire ? Quelle honte !»
Au moins elle est enceinte, dit la voix de Madame Béatrice, coupant à travers les autres comme une lame. Cela résout certains problèmes, mais en crée d'autres. Silence. Que veux-tu dire, mère? Demanda la sœur. Je veux dire, dit lentement Madame Béatrice, chaque mot choisi avec une précision chirurgicale, qu'un bébé est une bénédiction, mais seulement quand il est entre de bonnes mains. Entre de bonnes mains, un héritier assure l'avenir. Entre de mauvaises mains. Elle laissa la phrase en suspens, inachevée, menaçante. Claire, cachée derrière une porte entr'ouverte, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ses mains, instinctivement, se posèrent sur son ventre, protégeant le petit être qui y grandissait. Mais elle ne dit rien. Elle ne confronta personne. Elle ne courut pas vers Benoît avec des accusations et des peurs, car Claire savait quelque chose que cette famille ignorait. Elle savait comment survivre. Orpheline à 17 ans, seule au monde à 18 ans, travaillant à 3 emplois à 19 ans, étudiant la nuit, économisant chaque centime, apprenant à lire les gens comme certains lisent des livres, apprenant à se déplacer en silence, à observer sans être vu, à penser 5 coups à l'avance. Quand Benoît la rencontra, il vit une jolie fille aux yeux tristes et au sourire timide. Quand Madame Béatrice la rencontra, elle vit une menace qui pourrait être contrôlée, manipulée et finalement écartée. Aucun d'eux ne vit qui Claire était vraiment. Aucun d'eux ne réalisa que derrière ses yeux apparemment innocents se cachait un esprit qui cataloguait chaque détail, chaque incohérence, chaque mensonge murmuré à voix basse. « Acceptez-vous Benoît comme votre légitime époux ?» demanda le prêtre. « J'accepte, » dit Claire, sa voix ferme et claire. Un soupir collectif de soulagement parcourut la congrégation, comme si tous avaient retenu leur souffle, s'attendant à ce qu'elle s'enfuit au dernier moment. Mais Claire n'était pas du genre à fuir. Elle faisait face. « Acceptez-vous Claire comme votre légitime épouse ?» demanda le prêtre à Benoît. « J'accepte, » répondit-il, son sourire s'élargissant. Les anneaux furent échangés. Les derniers mots furent prononcés. Le baiser fut donné, suffisamment prolongé pour arracher des applaudissements et des sifflements des invités les plus jeunes. Ils étaient, officiellement, mari et femme. La procession de sortie commença. L'orgue joua une mélodie triomphante. Claire et Benoît marchèrent bras dessus, bras dessous dans l'allée, souriant à des visages familiers et inconnus. Des pétales de roses furent lancés en l'air, créant une pluie parfumée et colorée. Dehors, devant l'église, le soleil brillait encore plus fort. Des photographes se positionnèrent stratégiquement. La famille se regroupa pour des photos. Des embrassades furent échangées. Des félicitations furent offertes. Et pendant tout cela, Claire sentit les yeux de Madame Béatrice posés sur elle. Constants, inébranlables, comme un oiseau de proie observant son prochain repas. À la réception, qui se tenait dans la salle de réception la plus prestigieuse de la ville, les tables étaient décorées d'arrangements floraux qui coûtèrent des fortunes. Des lustres en cristal pendaient du haut plafond. Un orchestre jouait de la musique classique. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et de canapés. Claire se déplaçait dans la foule comme une danseuse, saluant les invités, remerciant pour les cadeaux, acceptant les baisers sur les joues et les étreintes superficielles. Benoît était à ses côtés la plupart du temps, mais était occasionnellement entraîné dans des conversations d'affaires avec des oncles et des cousins. Ce fut pendant l'un de ces moments, alors que Claire était temporairement seule près de la table des desserts, qu'une des cousines de Benoît s'approcha. Son nom était Julienne, 28 ans, avocate. Et, selon les rumeurs que Claire avait recueillies, quelqu'un qui avait autrefois eu un intérêt romantique pour Benoît. « Félicitations, » dit Julienne, son ton trop neutre pour être sincère. « Merci, » répondit Claire, gardant son sourire poli. « Vous devez être si heureuse, » continua Julienne, prenant un brigadéro de la table sans vraiment le regarder. Obtenant tout cela. La famille, le nom, la sécurité financière. Chaque mot était un petit couteau, coupant sous différents angles. Claire inclina légèrement la tête. « Je suis heureuse parce que j'aime Benoît. Le reste n'est que bonus. »« Ah, bien sûr !» Julienne sourit, rencontrant finalement les yeux de Claire. « L'amour, comme c'est romantique. Mais dites-moi, Claire, d'où venez-vous exactement ? Benoît a été si réservé sur vos détails. De nulle part de spécial, dit doucement Claire. Juste une fille ordinaire qui a eu de la chance. Chance. Julienne répéta le mot comme si elle en goûtait la saveur. Oui, je suppose que c'était de la chance, en effet. Tomber enceinte du fils de l'une des familles les plus riches de la ville. Quelle chanceuse vous êtes. Le silence qui suivit fut dense, lourd, rempli de choses non dites. Claire aurait pu répondre. Elle aurait pu défendre son honneur, sa grossesse, son mariage. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle regarda simplement Julienne avec ses yeux qui semblaient assez naïfs, mais qui étaient en tout sauf cela. « Oui, » dit-elle finalement, « très chanceuse. » Et puis elle s'éloigna, laissant Julienne seule avec ses propres venins. La nuit avança. Des dîners furent servis. Des discours furent prononcés. Le père de Benoît parla de famille et d'héritage.
La sœur de Benoît parla d'amour et d'engagement. Des amis de Benoît partagèrent des histoires amusantes de sa jeunesse. Mais ce fut le discours de Madame Béatrice qui capta toute l'attention de Claire. Elle se leva lentement, comme une reine prenant son trône. Sa présence imposa un silence immédiat. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Mes chers », commença-t-elle, sa voix douce mais pénétrante. « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'union de deux jeunes gens, mais la continuation d'une lignée, une tradition, un héritage qui s'est transmis de génération en génération dans notre famille. » Elle marqua une pause, laissant les mots résonner. « Benoît, mon fils bien-aimé, tu as choisi une épouse. Et bien qu'elle ne vienne peut-être pas d'où nous l'espérions, bien qu'elle n'ait peut-être pas l'histoire que nous imaginions, elle nous donne quelque chose de précieux, un héritier. » Madame Béatrice regarda Claire droit dans les yeux. Son sourire était large, ses yeux étaient froids. « Et pour cela, Claire, ma chère, nous vous sommes reconnaissants. Votre rôle dans cette famille est clair. Vous nous donnerez des petits-enfants. Vous perpétuerez notre sang. Et nous, en retour, nous vous donnerons un nom, une protection, une place à laquelle appartenir. » Des applaudissements polis résonnèrent dans le salon. Mais Claire entendit ce qui n'avait pas été dit. « Vous êtes un utérus, une couveuse. Rien de plus. » Elle sourit, acquiesça, remercia, et grava chaque mot dans sa mémoire. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Claire se retrouva de nouveau seule. Benoît était dehors, faisant ses adieux aux derniers oncles. Madame Béatrice avait disparu quelque part à l'intérieur de la demeure familiale, où la réception avait lieu. Claire marcha dans les couloirs vides. Ses pieds lui faisaient mal à cause des talons hauts. Son visage lui faisait mal à force de sourire. Son âme lui faisait mal à force d'avoir absorbé tant de fausseté. C'est alors qu'elle entendit des voix, venant d'un bureau au bout du couloir. La porte était entr'ouverte. La lumière s'échappait par l'interstice. Claire aurait dû continuer son chemin. Aurait dû aller chercher Benoît. Aurait dû respecter l'intimité d'autrui. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle s'approcha silencieusement. Ses pas étaient NDG. Sa respiration était contrôlée. Et elle se positionna exactement là où elle pouvait entendre sans être vue. La voix de Madame Béatrice était inimitable. « La grossesse est une complication, mais aussi une opportunité, » disait-elle. « Une fois que l'enfant sera né, nous aurons des options. »« Quel genre d'options » vint une autre voix. Le père de Benoît. « Des options légales, des options pratiques. » Madame Béatrice marqua une pause. Claire l'imagina allumer une de ses fines cigarettes. Elle n'a pas de famille, pas de réseau de soutien, pas d'argent à elle. Si la situation devient gênante, il ne sera pas difficile d'arguer qu'elle est inapte. Inapte comme mère, comme épouse, comme membre de cette famille. Un silence pesant. Vous suggérez que nous lui retirions l'enfant? La voix du père de Benoît semblait choquée. Je suggère que nous gardions nos options ouvertes. Benoît est jeune, impulsif, ce mariage pourrait ne pas durer. Mais l'héritier est le nôtre, de notre sang. Et le sang appartient à la famille. Claire sentit ses jambes trembler. Sa vision se brouillait. Ses mains allèrent automatiquement à son ventre. Vous verrez, continua Madame Béatrice, sa voix maintenant plus douce, presque affectueuse. Tout s'arrangera, et au final, ce qui est à nous restera avec nous. Toujours. Claire n'attendit pas d'en entendre plus. Elle s'éloigna de cette porte, de ce couloir, de ces voix qui prévoyaient de lui voler son enfant avant même qu'il ne naisse. Ses pieds la menèrent à une salle de bain vide. Elle verrouilla la porte, se regarda dans le miroir. Son visage était pâle, ses yeux étaient écarquillés. Mais sous le choc, sous la peur, il y avait autre chose, de la détermination. Claire n'était pas stupide. Elle avait toujours su que cette famille ne l'accepterait pas facilement. Elle avait toujours su qu'elle serait vue comme une intruse. Mais entendre leur plan, verbalisé si froidement, si désinvoltement, alluma quelque chose en elle. Une flamme, un feu, une promesse silencieuse à elle-même et à l'enfant qui grandissait dans son ventre. Personne ne lui volerait son bébé, personne ne la transformerait en marionnette. Personne ne sous-estimerait Claire à nouveau. Elle respira profondément, essuya ses yeux, refit son maquillage. Et quand elle sortit de cette salle de bain, son visage était de nouveau serein. Son sourire était de nouveau en place. Mais à l'intérieur, les rouages de son esprit tournèrent déjà, planifiant, calculant, se préparant à une guerre qu'elle n'avait pas cherchée, mais qu'elle mènerait maintenant jusqu'au bout. Car ce qu'il ne savait pas de Claire, c'était ceci. Elle avait survécu à des choses pires qu'une belle-mère manipulatrice. Elle avait affronté le monde seule et avait gagné. Et maintenant, avec son enfant en jeu, avec son avenir en balance, Claire était sur le point de montrer à la famille de son mari exactement qui ils avaient sous-estimé. Benoît la trouva dans le couloir. « Où étais-tu? Je t'ai cherché partout. »« Juste un petit repos, » dit Claire, enlaçant son bras au sien. « La journée a été longue. »« C'était parfait, » dit-il, embrassant ses cheveux. « Tu étais parfaite. »
Claire sourit. Merci, mon amour. Ils retournèrent ensemble au salon principal, où les derniers invités partaient. Madame Béatrice les vit et leur fit signe, son visage rayonnant d'affection. « Mes chéris », appela-t-elle. « Venez, nous avons besoin d'une dernière photo. » Toute la famille réunie. Claire se positionna à côté de Benoît, entouré de sa famille. De la famille qui prévoyait de la détruire. Le photographe ajusta son appareil. Tout le monde sourit. Et Claire sourit. Mais tandis que la lumière du flash capturait ce moment pour l'éternité, figeant ses visages dans des expressions de bonheur fabriquées, une seule question résonnait dans l'esprit de Claire. Ce qu'elle avait entendu dans les prochaines heures briserait tout ce qu'elle pensait savoir sur cette famille, et changerait le cours de sa vie pour toujours. La fête battait son plein dans le salon principal. Des musiques entraînantes résonnaient à travers les murs décorés, tandis que les invités riaient et dansaient sans souci. Claire observait tout depuis la table principale, un sourire courtois aux lèvres, mais son corps réclamait un moment de paix. La grossesse était plus lourde qu'elle ne l'avait imaginé. Chaque mouvement exigeait un effort. La robe de mariée, qui le matin semblait parfaite, serrait maintenant sa taille élargie. Elle avait besoin de respirer. Avec précaution, Claire se leva discrètement et fit un signe à Jean-Pierre, qui discutait avec animation avec des amis. Il lui rendit son geste avec un sourire chaleureux. Elle désigna le couloir, signalant qu'elle reviendrait bientôt. Il acquiesça sans méfiance. Après tout, il était naturel que la mariée ait besoin de quelques minutes loin de l'agitation. Claire marcha le long du couloir principal, s'éloignant progressivement du bruit de la fête. Ses talons résonnaient sur le sol de marbre. L'air devenait plus frais à chaque pas. Elle cherchait le petit jardin intérieur à l'arrière de la demeure, un refuge tranquille que sa belle-mère lui avait montré pendant les préparatifs. Là, elle pourrait s'asseoir quelques instants, caresser son ventre et respirer profondément. Mais en s'approchant de la porte qui menait au jardin, quelque chose l'arrêta. Des voix, basses mais intenses. Elles venaient d'un bureau latéral dont la porte était entr'ouverte. Claire reconnut immédiatement la voix de sa belle-mère. Aiguë, contrôlée, mais chargée d'une émotion étrange. Il y avait aussi une autre voix, masculine, plus grave. Claire aurait dû continuer son chemin. Elle aurait dû ignorer et se diriger vers le jardin, mais quelque chose dans ce ton de conversation secrète activa un instinct primitif. Son cœur s'accéléra sans raison apparente. Ses mains, inconsciemment, se posèrent sur son ventre arrondi. Elle s'approcha de la porte, silencieuse. Elle se cacha dans la pénombre du couloir, où la lumière n'atteignait pas. Et alors, elle entendit. La voix de sa belle-mère était froide, calculatrice, complètement différente de la femme douce et attentionnée qui avait étreint Claire quelques minutes plus tôt à l'hôtel. « Écoute bien ce que je vais te dire, René, » dit Béatrice, la belle-mère. « Cette grossesse est l'opportunité que j'attendais depuis des années. Finalement, je vais avoir ce qui m'appartient de droit. René. » Claire connaissait ce nom. C'était l'avocat de la famille, un homme d'âge mûr qui apparaissait toujours lors des dîners importants. Il était là, dans ce bureau, le soir du mariage. « Béatrice, je comprends votre frustration, » répondit René, prudent. « Mais ce que vous proposez est extrêmement risqué. »« Nous parlons de ma vie !» La belle-mère l'interrompit avec une férocité contenue. « Vous ne comprenez pas, René. J'ai passé 40 ans à construire ce nom, ce patrimoine, cette famille. Et Jean-Pierre est mon unique fils, mon unique héritier. Oui, mais Claire est sa femme maintenant, elle. Claire est une intruse. » Béatrice cracha pratiquement les mots. Une fille sans famille, sans origine, sans rien. Elle est venue de nulle part, a séduit mon fils, et maintenant elle porte un bébé qui devrait être le mien à élever, le mien à modeler, le mien à contrôler. Claire sentit son sang se glacer. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Les mots lui transpercèrent la poitrine comme des couteaux aiguisés. Elle pressa sa main contre sa bouche pour ne faire aucun bruit. « Je vais vous expliquer exactement comment cela va fonctionner, » continua Béatrice, maintenant avec un calme effrayant. « Claire va accoucher dans 2 mois, à l'hôpital privé de la famille, évidemment. J'ai déjà parlé au docteur Arnaud. Il m'est loyal depuis des décennies. Il s'assurera que tout se passe comme prévu. »« Que voulez-vous dire par « comme prévu » demanda René, avec une hésitation qui révélait qu'il connaissait déjà la réponse. Béatrice soupira, comme si elle expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Pendant l'accouchement, il y aura des complications graves. Le docteur Arnaud documentera tout correctement. Hémorragie post-partum, collapsus soudain, défaillance d'organes. Tout cliniquement justifiable. Claire ne survivra pas. Les mots tombèrent sur Claire comme une sentence de mort. Ses jambes tremblèrent. Elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer là. Des larmes commencèrent à couler silencieusement sur son visage, tachant le maquillage impeccable qui avait pris des heures à être appliqué. Non, cela ne pouvait pas être réel. Elle rêvait. Elle faisait un cauchemar causé par la fatigue de la fête, par la pression de la journée. Mais les voix continuaient, implacables. « Béatrice, vous parlez d'homicide,
dit René, d'une voix basse et tendue. Je parle de survie, rétorqua Béatrice, et de justice. Ce bébé est du sang de ma famille. Il sera élevé par moi, avec les valeurs que je déterminerai, loin de l'influence médiocre d'une mère sans classe. Jean-Pierre souffrira, bien sûr. Il pleurera. Il se lamentera. Mais il est jeune. Finalement, il s'en remettra. Et je serai là, prenant soin de lui et de mon petit-fils. Comme cela aurait toujours dû être. Claire couvrit sa bouche plus fort, étouffant un sanglot qui menaçait de s'échapper. Tout son corps tremblait. Sa main libre tenait toujours son ventre, comme si elle pouvait protéger la vie qui grandissait en elle juste avec ce geste. Et les risques ? Insista René. Des enquêtes ? Des autopsies ? Tout est déjà arrangé, répondit Béatrice avec une confiance terrifiante. Le docteur Arnaud signera le certificat de décès. Cause naturelle. Complications d'accouchement. Cela arrive tous les jours, René. Personne ne se doutera de rien. Et même si quelqu'un soulève des questions, j'ai suffisamment de contacts pour m'assurer que toute enquête soit discrètement classée. Il y eut une pause. Claire entendit des pas à l'intérieur du bureau, comme si Béatrice faisait les 100 pas. Et vous, continua Béatrice, allez préparer toute la documentation légale. Je veux la garde totale du bébé transférée à moi immédiatement après le incident. Jean-Pierre n'aura pas la capacité émotionnelle de s'occuper seul d'un enfant, surtout en deuil. Je serai la tutrice légale, et vous vous assurerez qu'il n'y ait aucune faille. J'ai besoin de temps pour structurer cela, dit René, la voix chargée d'une tension qui révélait son malaise moral, mais aussi sa disposition à aller de l'avant. Vous avez 6 semaines, dit Béatrice fermement. L'accouchement est prévu pour le 15 janvier. Le docteur Arnaud a déjà ajusté la date prévue dans le dossier médical. Tout doit être prêt. Claire sentit un vertige accablant. Ses genoux fléchirent. Elle dut se retenir au chambranle de la porte pour ne pas tomber. Son esprit luttait pour traiter ce qu'elle entendait. Cette femme qui l'avait serrée dans ses bras, les larmes aux yeux, pendant la cérémonie. Cette femme qui avait promis de l'aimer comme une fille. Cette femme planifiait de la tuer et de voler son bébé. La réalité écrasante de cette découverte l'étouffait. Et Claire ne se doute de rien ? Demanda René. Béatrice rit. Un rire bas, cruel, qui résonna dans le couloir sombre comme une cloche funèbre. Claire, cette fille naïve, elle est tellement enchantée par le conte de fées du mariage qu'elle ne remarque même pas quand je manipule Jean-Pierre. Elle me fait aveuglément confiance. C'est pathétique. Elle croit vraiment que je l'accepte, que je l'aime. Béatrice fit une pause, et sa voix prit un ton de mépris absolu. Elle est une pièce temporaire, René. Et dans 2 mois, elle ne sera qu'un triste souvenir. Une photographie de mariage encadrée au mur, rien de plus. Les larmes de Claire coulaient maintenant librement, silencieuses, dévastatrices. Chaque mot était un coup de poignard. Elle voulait crier. Elle voulait courir dans ce bureau et affronter cette femme monstrueuse. Elle voulait appeler Jean-Pierre. Elle voulait fuir. Mais quelque chose de profond en elle, plus ancien que la peur et plus fort que le désespoir, la maintint immobile. Un instinct de survie. Une clarté froide commençant à émerger à travers le brouillard du choc et de la terreur. Si elle criait maintenant, si elle affrontait Béatrice, ce serait sa parole contre celle de sa belle-mère. Jean-Pierre aimait sa mère. Toute la famille vénérait Béatrice. Qui croirait Claire ? Une fille sans famille, sans ressources, sans pouvoir. Une intruse, comme Béatrice l'avait dit. Et si Béatrice réalisait que le plan avait été découvert, elle pourrait le changer, l'anticiper, le rendre encore plus difficile à échapper. Non. Claire devait être plus intelligente que cela. Elle devait faire semblant de ne rien savoir. Elle devait sourire, embrasser sa belle-mère, continuer la mascarade. Et pendant ce temps, elle devait réfléchir, planifier, trouver une issue. Parce que maintenant, elle connaissait la vérité. Et la vérité était une arme. À l'intérieur du bureau, la conversation continuait. « Tout est arrangé alors », dit Béatrice, d'un ton de finalisation. « Dans les prochaines semaines, continuez à traiter Claire avec affection. Maintenez la mascarade. Plus elle me fera confiance, plus il sera facile de tout mener sans résistance. »« Compris », répondit René. « Excellent. Maintenant, retournez à la fête. Séparément, nous ne pouvons pas éveiller les soupçons. » Claire entendit des pas s'approcher de la porte. Son cœur s'emballa. Dans un réflexe de pure panique, elle recula rapidement, se cachant derrière une colonne dans le couloir. Elle retint sa respiration, comprimant son corps contre le mur froid. René sortit le premier, ajustant sa veste. Il traversa le couloir sans regarder sur les côtés et disparut en direction de la salle de réception. Quelques secondes plus tard, Béatrice émergea. Son visage était serein, impeccable. Elle ajusta son collier de perles, lissa sa robe élégante et marcha avec la dignité d'une matriarche. Aucune trace de la femme froide et cruelle qui venait d'orchestrer un assassinat. Claire resta cachée, immobile, jusqu'à ce que le son des pas de sa belle-mère disparaisse complètement. Ce n'est qu'alors qu'elle laissa ses jambes céder.
Elle glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol froid du couloir, serrant son ventre des deux mains. Les larmes coulaient, sans contrôle maintenant. Des larmes de peur, de trahison, d'incrédulité. Elle voulait crier, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. Elle voulait courir, mais elle savait qu'il n'y avait nulle part où aller. Elle était seule, complètement seule. Mais tandis que les larmes mouillaient son visage, quelque chose commença à durcir en elle. Une étincelle, petite mais ardente. Béatrice avait commis une erreur fatale. Une erreur qui lui coûterait tout. Elle avait sous-estimé Claire. Cette fille, sans famille, sans origine, sans rien, avait survécu à une vie entière de rejet et de lutte. Elle avait appris à se protéger bien avant de connaître Jean-Pierre. Elle avait développé des instincts de survie que Béatrice, avec toute sa richesse et son pouvoir, n'avait jamais eu besoin d'apprendre. Et maintenant, ses instincts s'éveillaient. Claire essuya ses larmes du revers de la main. Elle inspira profondément, forçant ses poumons à se remplir d'air. Elle caressa doucement son ventre, comme si elle parlait au bébé qui grandissait en elle. « Je ne les laisserai pas nous faire de mal », murmura-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. « Je le promets, nous allons survivre à cela. » Elle resta là quelques minutes de plus, se recomposant. Elle essuya son visage, ajusta sa robe, respira profondément plusieurs fois jusqu'à ce que le tremblement de ses mains diminue. Puis elle se leva. Quand Claire revint dans la salle de réception, son visage était serein. Elle sourit aux invités qui la saluaient. Elle fit un signe à Jean-Pierre, qui vint immédiatement à sa rencontre, inquiet. « Tu vas bien, mon amour ?» demanda-t-il, lui prenant les mains. « Tu es devenu pâle. »« Je vais très bien, » mentit Claire, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'avais juste besoin d'air. La fête est magnifique. » Jean-Pierre la serra dans ses bras, et tandis qu'elle reposait sa tête sur sa poitrine, ses yeux rencontrèrent ceux de Béatrice de l'autre côté de la salle. La belle-mère sourit, un sourire chaleureux, maternel. Claire lui rendit son sourire, également chaleureux, également faux. Et à ce moment-là, deux femmes se firent face à travers la salle de réception, chacune sachant quelque chose que l'autre ignorait. Béatrice pensait avoir le contrôle total, mais Claire connaissait maintenant la vérité, et cette vérité changeait tout. Le jeu avait commencé. Et ce serait une bataille à mort. Ce serait leur erreur fatale. Elle retourna dans la chambre tandis que les dernières larmes séchèrent sur son visage. Son mari dormait déjà profondément, ronflant doucement, complètement inconscient de la dévastation que sa mère avait causée. Elle s'allongea à côté de lui dans le lit, regardant le plafond dans l'obscurité, et quelque chose en elle changea. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la rancœur, c'était quelque chose de bien plus dangereux, une clarté absolue. Tandis qu'elle était là, écoutant la respiration de l'homme à ses côtés, elle commença à réfléchir, non pas à ce qu'elle avait perdu cette nuit-là, mais à ce qu'elle possédait encore. Et plus elle y pensait, plus elle réalisait une vérité fondamentale. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Voyez-vous, il y a quelque chose que cette famille n'a jamais pris la peine de découvrir sur la mariée. Quelque chose qu'elle n'avait jamais mentionné, car elle n'avait rien à prouver à personne. Mais maintenant, allongée dans ce lit, tandis que l'humiliation brûlait encore dans sa poitrine, elle commença à se souvenir exactement de qui elle était avant de rencontrer cet homme. Elle n'était pas seulement une jeune femme ordinaire qui s'était mariée par amour. Non, son histoire était bien plus complexe que n'importe lequel de ses invités aurait pu l'imaginer. Laissez-moi vous raconter qui elle était vraiment. 3 ans avant ce mariage, elle avait obtenu son diplôme de droit avec mention à l'Université de Paris. Non seulement diplômée. Elle fut la meilleure étudiante de sa promotion, reconnue nationalement pour sa thèse sur les droits de succession et la propriété conjugale. Les professeurs se disputaient pour l'avoir comme assistante de recherche. Des cabinets d'avocats prestigieux la courtisaient avec des offres alléchantes. Mais elle avait d'autres projets. Tandis que ses collègues couraient après des salaires élevés dans de grandes entreprises, elle accepta un poste modeste dans une organisation non gouvernementale qui défendait les droits des femmes dans les communautés vulnérables. Non pas pour l'argent, pour la cause. Elle passa 2 ans à représenter des femmes qui avaient été dépossédées de leurs héritages par des familles cruelles. Des femmes dont les beaux-parents avaient tenté de les expulser de leur propre maison. Des femmes dont les biens avaient été volés par des parents avides. Elle connaissait chaque faille juridique, chaque précédent légal, chaque stratégie que les familles manipulatrices utilisaient pour détruire les femmes vulnérables. Et elle savait exactement comment les combattre. Non seulement cela, son père, décédé 1 an avant le mariage, était un homme d'affaires respecté qui lui avait laissé un héritage considérable. Pas une fortune scandaleuse, mais suffisamment pour assurer son indépendance complète. Elle avait gardé cet argent investi discrètement, ne mentionnant jamais sa situation financière confortable. Après tout, elle voulait être aimée pour qui elle était, pas pour ce qu'elle possédait. Qu'elle avait été naïve. Maintenant, allongée dans ce lit, elle commença à assembler le puzzle. Cette belle-mère ne l'avait pas choisie par hasard. Les femmes comme elle ne faisaient jamais rien par hasard.
La vieille dame avait enquêté sur son passé, découvert l'héritage, et décidé que la belle-fille serait un ajout lucratif à la famille. Mais elle devait aussi assurer un contrôle total, d'où l'humiliation calculée, d'où le rituel de destruction psychologique. Briser l'esprit d'une femme dès le premier jour était le moyen le plus efficace de garantir sa soumission pour les années suivantes. Mais la belle-mère avait commis une erreur fatale. Elle avait présumé que la mariée était comme les autres femmes qu'elle avait dominées tout au long de sa vie. Fragile, mal informée, sans ressources, sans options. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de déclarer la guerre à quelqu'un qui avait passé des années à étudier précisément ce type d'abus. Quelqu'un qui connaissait la loi mieux que n'importe quel avocat que la belle-mère aurait pu engager. Quelqu'un qui avait ses propres moyens et ne dépendait financièrement de personne. La mariée tourna la tête et regarda son mari endormi. Il semblait si innocent là, ronflant doucement, si inconscient du tourbillon que sa mère avait déclenché. Une partie d'elle l'aimait encore. Mais une autre partie, celle qui s'éveillait à cet instant, connaissait la vérité. Il avait choisi sa mère. Non pas avec des mots, mais avec le silence. Et le silence, elle l'avait appris au cours de ces années à défendre des femmes vulnérables, était la forme la plus efficace de complicité. Elle se leva du lit silencieusement et alla jusqu'à la fenêtre. La lune éclairait le jardin en contrebas. Cette immense maison, pleine d'invités qui avaient été témoins de son humiliation. Chacun d'eux pensait probablement qu'elle ne serait qu'une autre victime soumise de cette matriarche cruelle. Mais tandis qu'elle regardait la nuit, elle commença à cataloguer mentalement toutes ses ressources. Non pas avec désespoir, mais avec la précision clinique d'une stratège militaire. Premièrement, la connaissance juridique. Elle savait que tout ce qui lui avait été pris cette nuit-là constituait techniquement une propriété conjugale. Les cadeaux de mariage appartiennent au couple, pas à la belle-mère. Elle pourrait, si elle le voulait, intenter une action en justice et récupérer chaque article. Mais ce serait trop rapide, trop indolore. Deuxièmement, les ressources financières. Son héritage était intact, investi dans 3 banques différentes. Elle avait accès à des fonds qui pourraient soutenir une bataille juridique prolongée, sans sourciller. La belle-mère, en revanche, découvrirait bientôt que toute cette ostentation était soutenue par des dettes soigneusement cachées. Elle avait vu les signes, l'insistance sur les cadeaux coûteux, le besoin de maintenir les apparences. Les familles véritablement riches n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Troisièmement, les contacts professionnels. 2 ans de travail avec les droits des femmes lui avaient donné un réseau d'alliés puissants. Des avocats spécialisés dans les cas d'abus familiaux. Des travailleurs sociaux qui documentèrent les schémas de comportement toxiques. Des journalistes qui adoraient exposer l'hypocrisie dans les familles d'élite. Et, plus important encore, d'autres femmes qui avaient survécu à des belles-mères exactement comme celle-ci. Elle prit son téléphone portable, qui, miraculeusement, n'avait pas été confisqué, et commença à taper un message. Pas pour son mari, pas pour la famille, mais pour son ancienne mentor, la maître Amélie Devreau, une avocate renommée spécialisée en droit de la famille qui avait supervisé sa thèse. Maître Amélie, j'ai besoin de vos conseils sur une affaire, personnelle et urgente. Pouvez-vous parler demain? La réponse arriva en moins de 2 minutes, même s'il était 2 heures du matin. Toujours disponible pour vous. Mon bureau, 9 heures. Et ma chère, quoi que ce soit, rappelez-vous, la documentation est un pouvoir. Elle sourit pour la première fois depuis qu'elle était descendue de ses escaliers. Documentation, bien sûr. Elle reprit son téléphone portable et commença à tout photographier. La chambre vide où ils avaient mis ses cadeaux de mariage. Les armoires vides où ses vêtements auraient dû être. Elle enregistra un audio détaillé décrivant exactement ce qui s'était passé avec des heures précises et des noms de témoins. Puis elle fit quelque chose qui démontrait exactement à quel point son esprit fonctionnait stratégiquement. Elle alla dans la pièce où la belle-mère avait rangé les cadeaux et, utilisant l'appareil photo de son téléphone, filma discrètement chaque article. Non pas pour les récupérer immédiatement, mais pour créer un enregistrement médico-légal qui serait inestimable plus tard. Pendant qu'elle faisait cela, elle remarqua quelque chose d'intéressant. Parmi les cadeaux, il y avait plusieurs articles encore dans leur boîte d'origine, avec des étiquettes de prix. La belle-mère prévoyait de les revendre. Ce n'était pas seulement de la cruauté familiale, c'était une appropriation illicite systématique. Parfait. De retour dans la chambre, elle commença à écrire. Non pas dans un journal émotionnel, mais dans un document juridique structuré. Chaque incident, chaque témoin, chaque preuve, elle l'avait fait des centaines de fois pour ses clientes. Maintenant, elle le faisait pour elle-même. Mais elle ne construisait pas un procès juridique ordinaire. Non. Elle créait quelque chose de bien plus dévastateur. Un dossier complet qui non seulement récupérerait ses biens, mais exposerait le schéma de comportement abusif de cette belle-mère. Elle commença à se souvenir des commentaires que la belle-mère avait faits pendant les fiançailles. Des commentaires sur d'autres belles-filles qui n'avaient pas fonctionné.
Des références voilées à des femmes qui n'avaient pas réussi à s'adapter à la famille. Combien d'autres belles filles cette femme avait-elle détruites? Elle prit son ordinateur portable, qui, heureusement, était dans sa valise encore dans la chambre, et commença à chercher. Réseaux sociaux, registers publics, archives de journaux. Et là, c'était des preuves d'au moins 3 mariages précédents dans la famille qui s'étaient terminés par des divorces amers. 3 femmes qui avaient été expulsées de la famille, avec rien d'autre que leurs vêtements. Elle en trouva une sur Facebook. Une jeune femme nommée Béatrice qui avait épousé le cousin de son mari 5 ans auparavant. Divorcée après 6 mois, sans pension, sans partage de biens, complètement détruite. La mariée envoya un message privé soigneusement rédigé. « Béatrice, je m'appelle Claire. Je viens de me marier dans la famille de Beaumont. Je crois que vous avez été mariée à Daniel de Beaumont. J'ai besoin de vous parler d'un sujet délicat, lié à la matriarche de la famille. Quand vous le pourrez, veuillez me contacter. C'est confidentiel et important. » Elle a ensuite retrouvé la deuxième ex-belle-fille. Et la troisième. Des messages ont été envoyés à toutes. Elle montait un dossier. Non seulement contre sa belle-mère, mais contre tout un système familial d'abus qui avait opéré en toute impunité pendant des décennies. À 4 heures du matin, elle avait un plan complet et détaillé. Pas un plan émotionnel de vengeance, mais une stratégie légale et sociale méticuleusement élaborée qui démantèlerait cette femme pièce par pièce. Phase 1, tout documenté. C'était déjà en cours. Phase 2, rallier des alliés. Les ex-belles-filles seraient des témoins cruciaux. Phase 3, construire le dossier juridique. Avec l'aide de la maître Amélie, elle préparerait des actions qui non seulement récupéreraient ses biens, mais établiraient des précédents légaux contre l'abus familial. Phase 4, exposition sociale. Une fois qu'elle aurait des preuves solides, elle s'assurerait que chaque personne ayant été témoin de son humiliation soit également témoin de la chute de sa belle-mère. Phase 5, le choix. Donner à son mari une seule opportunité de choisir. Cette fois, non pas par le silence, mais par des actions claires. Soit il se tiendrait aux côtés de son épouse, soit elle le laisserait avec rien d'autre que sa complicité. Elle ne prévoyait pas seulement de se défendre. Elle prévoyait de démanteler un système entier. Alors que le soleil commençait à se lever, elle regarda une fois de plus son mari endormi. Il ne le savait pas encore, mais il se réveillerait dans un monde complètement différent. Un monde où sa jeune et prétendument fragile épouse n'était pas une victime attendant d'être sauvée. Elle était la tempête qui était sur le point de tout détruire. La jeune mariée sourit, sauvegardant tous ses documents à 3 endroits différents dans le cloud, et s'accorda enfin quelques heures de sommeil. Non pas le sommeil d'une femme vaincue, mais le repos stratégique d'une commandante la veille de la bataille. Elle ne se contenterait pas de se défendre. Elle démantèlerait cette famille pièce par pièce, exposerait leurs hypocrisies, protégerait les futures victimes et s'assurerait que cette belle-mère ne puisse plus jamais détruire une autre femme. Et elle ferait tout dans le respect de la loi, avec une précision chirurgicale, documentant chaque étape, parce que c'est ce que font les avocates. Elles transforment l'injustice en preuve, l'humiliation en précédent légal, la douleur en pouvoir. La belle-mère avait déclaré la guerre sans savoir qu'elle attaquait quelqu'un qui avait passé des années à étudier précisément comment gagner ce genre de bataille. Et dans les guerres, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui gagne, c'est celui qui se prépare le mieux. Claire n'était pas seulement préparée, elle était l'arme que personne n'avait vu venir. Les jours qui suivirent furent comme une danse soigneusement chorégraphiée, où chaque pas devait être exécuté avec une perfection absolue. La jeune mariée se réveillait chaque jour avant le lever du soleil, préparait le café de la famille avec soin, servait sa belle-mère avec une révérence impeccable. Son masque de soumission ne glissait jamais, pas même une seconde. Mais derrière ses yeux obéissants, un esprit stratégique travaillait sans relâche. Pendant la journée, elle était la belle-fille modèle. Elle préparait les repas préférés de sa belle-mère, organisait la maison dans les moindres détails, acceptait les critiques et les insultes la tête baissée. Lorsque la matriarche exigeait qu'elle refasse quelque chose 3, 4 fois, elle acquiesçait simplement avec humilité. « Oui, mère, comme vous le souhaitez. » Les mots sortaient doucement, tandis que ses doigts mémorisaient chaque nouvelle humiliation pour le dossier mental qui grandissait jour après jour. Mais quand la maison dormait, quand les lumières s'éteignaient et que le silence envahissait le foyer, elle se transformait. Son téléphone s'éclairait discrètement, tandis qu'elle révisait des documents, confirmait des réunions secrètes, coordonnait des mouvements avec des alliés invisibles. C'étaient des messages cryptés, des rendez-vous fixés dans des lieux neutres, des preuves compilées avec une précision chirurgicale. Mardi, lors d'une visite à l'église, elle a rencontré un avocat spécialisé en droit de la famille. L'homme a examiné les documents qu'elle avait apportés, des captures d'écran de messages, des enregistrements audio, des témoignages écrits. Il a hoché la tête lentement, impressionné. « Vous avez monté un dossier solide », a-t-il dit en ajustant ses lunettes. « Très solide. Quand vous serez prête à aller de l'avant,
nous aurons une base juridique pour de multiples actions. Elle a quitté le bureau avec une mallette discrète sous le bras, rentrant chez elle à temps pour préparer le dîner. Jeudi, alors qu'elle prétendait aller au marché, elle a rencontré un expert comptable judiciaire. L'homme a analysé des copies de relevés bancaires, des transferts suspects, des mouvements financiers qu'elle avait méticuleusement documentés. Ici, a-t-il montré du doigt une série de transactions. Et ici, un schéma clair de détournement de ressources conjugales. Cela pourrait être crucial lors d'un partage de biens. Elle a tout noté, photographié les documents marqués, et est rentrée chez elle avec des sacs de courses qui légitimaient son absence. Pendant ce temps, la belle-mère gagnait en confiance. Elle voyait la soumission de sa belle-fille et l'interprétait comme une victoire. Elle a commencé à faire encore plus pression, testant les limites, augmentant les exigences. « Cette pièce est une honte », déclarait-elle, même quand elle était impeccable. « Refaites tout. Et cette fois, faites-le correctement. » La belle-fille obéissait sans poser de questions, réorganisant les meubles, nettoyant chaque surface. Et à chaque nouvelle humiliation, la matriarche souriait, sentant le pouvoir se consolider entre ses mains. Ce qu'elle ignorait, c'est que chaque ordre absurde, chaque insulte gratuite, était méticuleusement documentée. La belle-fille avait discrètement installé de petits dispositifs d'enregistrement dans des endroits stratégiques de la maison. Rien d'illégal, juste dans des zones communes, où il n'y avait pas d'attente de vie privée. Chaque commentaire malveillant, chaque conspiration murmurée au téléphone, chaque moment de cruauté était capturé et archivé. Vendredi, la belle-mère a convoqué une réunion de famille. Assise en bout de table comme une reine sur son trône, elle a annoncé ces nouvelles règles de la maison. La belle-fille devrait se lever à 5 heures du matin. Tous les repas devraient être approuvés avant d'être servis. Elle ne pourrait pas sortir sans permission explicite. Et, ici la matriarche a fait une pause dramatique. Son salaire devrait être déposé sur un compte joint, pour une meilleure gestion familiale. La famille présente était mal à l'aise. Le mari a balbutié une faible protestation, qui a été immédiatement réduite au silence par le regard glacial de sa mère. La belle-fille, elle a simplement acquiescé, les yeux baissés. « Comme vous le souhaitez, mère. » Intérieurement, elle célébrait silencieusement. La belle-mère venait de créer une preuve documentaire de contrôle financier coercitif. Une pièce de plus pour le dossier juridique qui grossissait de façon exponentielle. Et puis, quelque chose de brillant s'est produit. La belle-fille ne construisait pas seulement un dossier. Elle construisait un piège à plusieurs niveaux, chacun plus ingénieux que le précédent. Elle avait réalisé que la belle-mère, enivrée par le pouvoir, devenait négligente. Et les personnes négligentes commettent des erreurs. Le samedi, lors d'un déjeuner de famille, la belle-mère a commencé à parler de réorganiser la propriété. Elle a mentionné avec désinvolture qu'elle avait consulté un avocat pour protéger le patrimoine familial des influences extérieures inappropriées. Tout le monde a compris que « influence extérieure inappropriée » désignait la belle-fille. Ce que la matriarche n'a pas réalisé, c'est que la belle-fille enregistrait toute la conversation sur son téléphone, discrètement posé sur la table. Mieux encore, l'avocat que la belle-mère avait consulté, il était associé du cabinet où la belle-fille avait pris son propre rendez-vous. Les réseaux professionnels sont plus petits que les gens ne l'imaginent. Un message discret, une conversation entre collègues de profession. Et soudain, la belle-fille savait exactement quelle stratégie la belle-mère prévoyait d'utiliser. La connaissance est le pouvoir, et elle connaissait maintenant chaque mouvement avant qu'il ne soit exécuté. Le lundi suivant, la belle-mère a franchi une nouvelle étape dans son escalade de contrôle. Elle a commencé à faire des commentaires publics sur sa belle-fille lors de réunions sociales. « Elle est si simple », disait-elle avec un sourire condescendant à ses amis. « Nous devons constamment l'éduquer sur la façon dont les choses doivent être faites dans une vraie famille. » Les femmes riaient, certaines mal à l'aise, d'autres avec malice. L'une d'elles, cependant, n'a pas ri. Une amie d'enfance de la belle-fille, qui avait été stratégiquement invitée au thé. Cette amie n'a rien dit pendant l'événement. Mais après, elle a cherché la belle-fille et lui a offert quelque chose de précieux, un témoignage. « J'ai tout vu », a-t-elle dit, les yeux brillants d'indignation. « Je témoignerai n'importe où sur ce que cette femme vous fait. » La belle-fille l'a serrée dans ses bras, reconnaissante. Une alliée de plus, une voix de plus qui pourrait corroborer sa version des faits le moment venu. Les pièces commençaient à s'assembler comme un puzzle complexe. La belle-fille avait une documentation financière. Elle avait des enregistrements audio. Elle avait des témoins prêts à confirmer le schéma d'abus. Elle avait une base juridique pour de multiples actions légales. Et elle avait quelque chose que la belle-mère n'attendrait jamais, une patience stratégique. Le mardi, elle a activé la deuxième phase de son piège. Discrètement, elle a commencé à faire des copies de documents importants de la famille. Actes, contrats, relevés bancaires que la belle-mère gardait enfermés dans son bureau. Comment? Simple. La matriarche avait donné à la belle-fille la tâche d'organiser et d'archiver tous les papiers importants.
Elle voulait tout cataloguer et accessible. Ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que accessible fonctionnait dans les deux sens. La fiancée passa 3 jours à photographier des documents. Chaque page, chaque contrat, chaque reçu. Elle découvrit des choses intéressantes. Des virements bancaires douteux. Des propriétés enregistrées au nom de prête-noms. Des déclarations de revenus avec de curieuses divergences. Elle n'était pas une experte, mais elle connaissait des gens qui l'étaient. Et ces gens seraient très intéressés par ce matériel. Le jeudi, la belle-mère commit son erreur la plus audacieuse. Enivrée par son sentiment de contrôle absolu, elle décida de porter le coup de grâce avant même le mariage de son plus jeune fils. Elle rédigea un document, un contrat unilatéral déclarant que la fiancée renonçait volontairement à tout droit sur le patrimoine familial, présent ou futur. Un papier qui transformerait l'épouse en une employée sans droits légaux. Elle présenta le document pendant le dîner, devant toute la famille. « Ce n'est qu'une formalité », dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Pour protéger ce que nous avons bâti en tant que famille. Je suis sûr que vous comprenez. » Elle fit glisser le papier sur la table, accompagné d'un stylo coûteux. « Signé ici. » Le silence dans la pièce était pesant. Le mari regardait son assiette, incapable d'affronter la situation. Les autres membres de la famille échangèrent des regards mal à l'aise. Tous savaient que cela dépassait toutes les limites de la décence. Mais personne n'eut le courage de confronter la matriarche. La fiancée prit le document. Elle lut chaque ligne attentivement, son expression neutre. À l'intérieur, son cœur s'accélérait, non pas de peur, mais de triomphe. La belle-mère venait de créer la preuve la plus incriminante possible. Un document de coercition, présenté en public, devant de multiples témoins. Elle n'aurait pas pu demander un meilleur cadeau. « J'ai besoin de temps pour lire attentivement », dit-elle doucement, pliant le papier. « C'est un document important. Je veux comprendre chaque détail avant de prendre une décision. » Ce fut une réponse parfaitement raisonnable, impossible à contester sans paraître encore plus coercitive. La belle-mère fronça les sourcils, irritée par le délai. Mais elle acquiesça. « Vous avez jusqu'à demain », décréta-t-elle. « Après cela, nous devrons avoir une conversation sérieuse sur votre avenir dans cette famille. » La fiancée emporta le document dans sa chambre. Et le lendemain matin, avant que quiconque ne se réveille, elle le photographia sous tous les angles possibles et envoya les images à son avocat, accompagné d'un enregistrement audio du dîner où le document avait été présenté. L'avocat répondit en quelques minutes « C'est de la coercition documentée, de l'or pur en termes de preuves. Ne signez rien. » Elle n'avait aucune intention de signer. Mais elle rendit le document à la belle-mère pendant le petit déjeuner avec une humble demande. « J'aimerais consulter un avocat avant, » dit-elle d'une voix douce. « Juste pour mieux comprendre. Vous dites toujours qu'il est important de prendre des décisions éclairées. » La matriarche devint rouge de colère. Comment sa belle-fille osait-elle remettre en question, même poliment? Mais elle se contint. Elle ne pouvait pas paraître complètement irrationnelle. Pas encore. « Très bien, » cracha-t-elle les mots. « Mais c'est votre dernière chance de coopérer volontairement. Après cela, il y aura des conséquences. » Des conséquences. Le mot planait dans l'air comme une menace. La famille fut témoin de la tension, du pouvoir en conflit. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'était le sourire intérieur de la fiancée. Chaque menace était une preuve supplémentaire. Chaque démonstration de pouvoir était plus de munitions. Le piège se refermait, et la belle-mère était si confiante qu'elle ne percevait même pas les chaînes se resserrer autour d'elle. Cet après-midi-là, la fiancée fit son coup le plus risqué. Elle chercha la sœur cadette de son mari, une jeune femme qui avait toujours été gentille avec elle, qui avait toujours semblé mal à l'aise avec les méthodes de sa mère. Dans un café discret, loin des regards familiers, elle posa une question simple. « As-tu déjà voulu être libre d'elle ?» La jeune femme resta silencieuse un long moment. Puis lentement, elle acquiesça. « Tous les jours de ma vie, » murmura-t-elle. Et elle commença à raconter sa propre histoire. Des années de manipulation, de contrôle, de sabotage émotionnel. La mère avait détruit des relations, bloqué des opportunités de carrière, maintenu sa fille prisonnière dans une cage dorée de dépendance. La fiancée écouta, offrit du réconfort, puis fit une proposition. Et s'il y avait un moyen de changer cela, de briser le contrôle qu'elle a sur nous tous? La jeune femme la regarda avec un mélange d'espoir et de peur. « Tu ferais ça? Vraiment? »« Je le fais, » répondit la fiancée. « Et j'ai besoin de ton aide. Pas beaucoup, juste. Quand le moment viendra, j'ai besoin que tu dises la vérité sur ce que tu as vu, sur ce que tu as vécu. » La jeune femme hésita une seconde avant de tendre la main. Elles se serrèrent fermement la main. Une alliée de plus gagnée. Une pièce de plus placée sur l'échiquier. Les jours passaient, et la tension dans la maison grandissait comme une tempête qui se formait. La belle-mère, sentant que quelque chose échappait à son contrôle mais ne parvenant pas à identifier quoi, devenait plus agressive. Ses exigences devenaient absurdes, ses critiques plus cruelles. Elle pensait qu'elle resserrait l'étau,
alors qu'en réalité elle creusait sa propre tombe. Le vendredi de cette semaine cruciale, à seulement 10 jours du mariage de son plus jeune fils, l'événement que la belle-mère prévoyait d'utiliser comme scène pour sa démonstration finale de pouvoir, elle convoqua une autre réunion de famille. Cette fois, elle avait un ultimatum. « Vous signez le document d'ici lundi », déclara-t-elle, pointant un doigt accusateur vers la fiancée. « Ou vous quittez cette maison, sans rien, sans soutien. Nous verrons combien de temps durera votre fierté quand vous serez à la rue. » La famille était sous le choc. Quelques-uns balbutièrent de faibles protestations. Le mari, retrouvant enfin une lueur de courage, commença à dire quelque chose. Mais la matriarche le fit taire d'un regard. « C'est ma décision finale », dit-elle d'une voix d'acier. « Lundi. Vous choisissez. » La fiancée garda la tête baissée, les épaules courbées dans une apparente défaite. « Je vais y réfléchir », murmura-t-elle. Mais quand elle leva brièvement les yeux, quiconque y prêtait vraiment attention aurait vu quelque chose briller. Ce n'était pas de la peur, c'était une détermination absolue. Cette nuit-là, elle passa ses derniers appels. À l'avocat, préparez tous les documents, nous en aurons bientôt besoin. Au comptable, finalisez le rapport financier. À ses témoins, soyez prêts. À son allié au sein de la famille, soyez forte, c'est presque l'heure. Et puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle appela sa mère, une femme qu'elle avait tenue à l'écart de cette bataille pour la protéger. « Maman », dit-elle, sa voix montrant enfin la fatigue de semaines de jeu constant. « J'ai besoin que tu me fasses confiance. Dans les prochains jours, tu vas entendre des choses. Ce sera difficile. Mais j'ai besoin que tu crois que je sais ce que je fais. » Sa mère, qui connaissait sa fille mieux que quiconque, entendit ce qui n'était pas dit. « Je t'ai toujours fait confiance, mon amour, » répondit-elle. « Tu es plus forte qu'ils ne l'imaginent tous. Fais ce que tu dois faire, je serai là. » Le week-end passa dans un calme étrange. La belle-mère était confiante, certaine de sa victoire imminente. Le lundi, croyait-elle, la belle-fille signerait le document. Et si elle ne signait pas, elle serait expulsée. De toute façon, la matriarche gagnerait. Il était impossible qu'il en soit autrement. Elle avait tout le pouvoir, toutes les ressources, tout le contrôle. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que le piège était déjà complètement refermé autour d'elle. Chaque menace qu'elle avait proférée était documentée. Chaque coercition était enregistrée. Chaque abus avait des témoins. Chaque mouvement financier douteux était en cours d'investigation. Les chaînes qu'elle pensait mettre à sa belle-fille étaient, en réalité, celles qu'elle avait forgées pour elle-même. La fiancée passa le dimanche en silence, révisant ses dossiers, confirmant que chaque pièce était à sa place. Documents organisés, témoins briefés, avocats préparés, plan B, C et D prêts pour toute éventualité. Elle avait construit non seulement une affaire, mais une forteresse juridique et sociale. Et demain, le lundi que la belle-mère attendait comme le jour de sa victoire définitive, le monde des deux changerait pour toujours. Tandis que la maison dormait cette dernière nuit avant la tempête, la fiancée resta éveillée, regardant les étoiles par la fenêtre. Avait-elle peur? Oui. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle. Et elle était sur le point d'agir d'une manière qui changerait non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui l'entouraient. Le piège était tendu, chaque composant testé et approuvé, chaque allié positionné, chaque preuve cataloguée et prête à l'emploi. La belle-mère avait passé des semaines à construire ce qu'elle pensait être une prison pour sa belle-fille. Mais en réalité, elle avait construit sa propre cage. Et le lundi matin, quand les portes de cette cage se refermeraient, il serait trop tard pour qu'elle réalise l'erreur fatale qu'elle avait commise. Parce que la vérité que la matriarche n'a jamais comprise est simple. Vous ne pouvez pas briser quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas être brisé. Vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un qui est prêt à tout perdre pour être libre. Et vous ne pouvez absolument pas vaincre quelqu'un qui a transformé chacune de vos armes en preuve contre vous. L'horloge marquait 3 heures du matin. Dans quelques heures, le soleil se lèverait. Et avec lui, commencerait le jour que la belle-mère espérait être son couronnement final. Mais ce serait, en réalité, le début de sa chute. Le piège était prêt. La sentence était déjà écrite. Il ne manquait plus que l'exécution. Le matin du mariage arriva avec un silence pesant. Ce n'était pas ce silence tranquille avant une fête. C'était le genre de silence qui précède les tempêtes violentes. Le genre qui fait vibrer l'air d'une tension invisible. Claire se réveilla à 5 heures du matin. Non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce que son corps le savait. Aujourd'hui était le jour.
Elle ne trembla pas en s'habillant. Elle ne versa pas une larme en se regardant dans le miroir. Ses yeux portaient quelque chose au-delà de la nervosité. C'était de l'acier pur, recouvert d'un calme stratégique. Parce que Claire savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Elle avait passé des semaines à préparer non pas un mariage, mais un échiquier vivant. Et aujourd'hui, toutes les pièces se déplaceraient exactement comme elle l'avait prévu. Pendant ce temps, la belle-mère se réveilla également tôt, mais pour des raisons complètement différentes. Elle était radieuse, presque fébrile d'excitation, parce qu'aujourd'hui était le jour où son plan magistral serait enfin exécuté, le jour où elle prendrait le bébé, le jour où elle prouverait au monde entier que cette femme n'avait jamais été digne de sa famille. Elle avait déjà tout préparé. Des documents falsifiés montrant que Claire était instable, des témoins payés prêts à confirmer des crises nerveuses qui n'avaient jamais eu lieu. Un avocat corrompu attendant avec des papiers de garde d'urgence. Même une clinique psychiatrique privée était en attente. Son plan était simple et brutal. Au milieu de la réception, devant tous les invités, elle accuserait publiquement Claire d'être une mère inapte. Elle présenterait les faux documents. Elle réclamerait la garde du bébé pour sa propre sécurité. Et avec la pression sociale, le choc, la confusion, elle comptait que personne n'aurait le temps de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Elle avait même préparé le discours. Elle l'avait pratiqué devant le miroir des dizaines de fois. Chaque mot conçu pour détruire. Chaque pause calculée pour un impact dramatique maximal. « Mon fils mérite mieux que ça ». Ce serait sa phrase d'ouverture, le coup d'envoi. Mais, ce que la belle-mère ignorait, c'est que Claire n'était pas seule dans ce jeu. Loin de là. La cérémonie a commencé à 10 h du matin. L'église était bondée. 300 invités, exactement comme prévu. Toute la famille présente. Oncles, tantes, cousins, amis. Toute l'élite sociale de la ville. Exactement comme la belle-mère le souhaitait. Une audience parfaite pour une humiliation publique. Ou pour une révélation publique. Claire a descendu l'allée avec le bébé dans les bras. Pas dans une poussette. Dans les bras. Volontairement. Elle voulait que tout le monde voie. Elle voulait que sa belle-mère voie. Ce bébé était en sécurité. Aimé. Protégé. La belle-mère a souri en la voyant. Mais ce n'était pas un sourire d'approbation. C'était le sourire d'un prédateur voyant sa proie entrer dans le piège. Parfait, pensa-t-elle. Plus elle aura l'air d'une mère dévouée maintenant, plus ce sera choquant quand je révélerai la vérité. Le mariage a continué. Les vœux ont été échangés. Les anneaux ont été passés. Le prêtre a déclaré le couple mari et femme. Des applaudissements ont rempli l'église. Tout était normal. Tout était traditionnel. Tout était exactement comme il se devait. Mais sous cette normalité, deux femmes attendèrent le même moment. La réception. La scène finale. La fête a commencé dans la salle annexe à l'église. Musique, nourriture, danse, champagne coulant à flots. L'atmosphère était à la célébration authentique. Personne ne se doutait de rien. La belle-mère a attendu patiemment. Elle voulait le moment parfait, quand tout le monde serait présent, quand l'attention serait à son comble, quand l'impact serait maximal. À 14 h 30, elle s'est levée. Elle a pris une cuillère et a frappé son verre en cristal. Le son a résonné dans la salle. Les conversations ont cessé. Tout le monde s'est tourné pour regarder. « J'aimerais porter un toast », a-t-elle annoncé, d'une voix douce comme du miel empoisonné. Tout le monde a souri. Il s'attendait à des mots de bénédiction de la belle-mère pour la nouvelle belle-fille. Il s'attendait au discours maternel traditionnel de bienvenue dans la famille. Il n'avait aucune idée de ce qui était sur le point de se produire. « Vous savez tous que j'ai toujours voulu le meilleur pour mon fils », a-t-elle commencé, marchant lentement jusqu'au centre de la salle. « Et en tant que mère, il est de mon devoir de le protéger, même si cela signifie faire des choix difficiles. » Claire est restée assise, le visage calme, les yeux fixés sur sa belle-mère, sans peur. Juste une observation clinique. La belle-mère a continué. « Vous avez vu comment elle a descendu l'allée avec le bébé dans les bras. Vous avez vu comme elle a l'air d'une mère parfaite. Mais je dois vous raconter quelque chose que j'ai découvert récemment. Quelque chose qui me brise le cœur, mais que je ne peux plus cacher. » La salle était maintenant dans un silence absolu. On pouvait entendre la respiration des gens. « Claire ne va pas bien », a dit la belle-mère, la voix tremblante d'une fausse émotion. Elle souffre de crises psychotiques depuis la naissance du bébé. Des crises violentes. Un comportement erratique. J'ai des documents médicaux qui prouvent tout cela. Elle a fait signe à l'avocat, qui s'est approché, portant une mallette en cuir. Des halètements ont rempli la salle. Les gens ont commencé à chuchoter. Des regards choqués se sont tournés vers Claire. Le marié João s'est levé. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? » « Je protège mon petit-fils, »
a-t-elle répondu, la voix ferme maintenant. Je te protège. Cette femme est dangereuse, et j'ai des preuves. L'avocat a commencé à distribuer des copies des faux documents, des rapports médicaux inventés, des témoignages de témoins qui n'ont jamais existé. Tout était parfaitement forgé. Tout semblait complètement légitime. J'ai déjà déposé une ordonnance de garde d'urgence, a déclaré la belle-mère, la voix montant d'un ton dramatique. Pour la sécurité du bébé, il doit être retiré de sa présence immédiatement. Et moi, en tant que grand-mère, j'assumerai la garde temporaire jusqu'à ce qu'elle reçoive le traitement nécessaire. C'était le moment. Le sommet de la trahison. La bombe nucléaire de la manipulation. La famille était sous le choc. Certains regardèrent les documents avec horreur. D'autres regardèrent Claire avec incrédulité. D'autres regardèrent la belle-mère avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration pour son courage à exposer cela. La belle-mère s'est tournée vers Claire, le triomphe brillant dans ses yeux. « Ma chère, a-t-elle dit, la voix dégoulinante de fausse compassion. Tu as besoin d'aide, et le bébé a besoin d'être en sécurité. S'il te plaît, ne rends pas cela plus difficile que ça ne l'est déjà. » Elle a tendu les bras vers le bébé. C'était le moment dont elle avait rêvé. Le moment de la victoire totale. Le moment où elle prouverait enfin que cette femme n'avait jamais été assez bien pour sa famille. Claire la regardait. Pendant un long moment, elle a juste regardé. Et puis, elle a souri. Pas un sourire de nervosité, pas un sourire de désespoir. Un sourire de prédateur qui venait de voir sa proie entrer dans le piège final. « Vous avez terminé ?» a demandé Claire, la voix calme comme de l'eau stagnante. La belle-mère a cligné des yeux. Ce n'était pas la réaction qu'elle attendait. Elle s'attendait à des larmes, des cris, un déni désespéré. Pas ce calme glacial. Parce que si vous avez terminé, a continué Claire, se levant lentement, maintenant c'est mon tour. Elle a fait un signe, et les portes de la salle se sont ouvertes. 3 personnes sont entrées. Un homme en costume gris, une femme avec un badge de police, et un avocat différent, portant sa propre mallette. « Mesdames et messieurs, a annoncé Claire, la voix résonnant dans la salle silencieuse, j'aimerais vous présenter le détective Silva, l'enquêtrice Carvalho, et mon avocat, Maître Mendes. » La couleur a commencé à quitter le visage de la belle-mère. « Vous avez vu les documents qu'elle vient de présenter » a dit Claire, marchant jusqu'au centre de la salle. Des rapports médicaux, des témoignages de témoins, des ordonnances de garde, tout est très officiel. Tout est très convaincant. Elle a fait une pause. Tout est complètement faux. La salle a explosé en murmures. « Il y a 3 semaines, a poursuivi Claire, j'ai découvert que ma belle-mère préparait quelque chose. Elle posait des questions étranges aux gens, offrait de l'argent pour des témoignages, contactait des avocats corrompus. Alors j'ai fait ce que toute personne rationnelle ferait. J'ai tout documenté. » Le détective Silva s'avança. « Madame Helena, dit-il, regardant directement la belle-mère, vous êtes accusée de falsification de documents, de fraude, de subornation de témoins et de tentative d'enlèvement. » L'avocat corrompu tenta de s'enfuir. 2 gardes de sécurité que personne n'avait remarqué bloquèrent la sortie. « Chaque conversation que vous avez eue avec cet avocat a été enregistrée, » dit Claire, sa voix toujours calme mais portant maintenant le poids d'une autorité absolue. « Chaque document que vous avez falsifié a été retracé jusqu'à sa source. Chaque témoin que vous avez tenté de suborner a fait une déclaration complète. Chaque étape de votre plan est documentée avec des preuves irréfutables. » Elle se tourna vers la famille. « Voulez-vous voir les vraies preuves ? Ou préférez-vous écouter les enregistrements où elle planifiait tout cela ?» Le docteur Mendes commença à distribuer de vrais documents. Des transcriptions de conversations enregistrées, des photographies de rencontres secrètes, des relevés bancaires montrant des paiements de pots de vin, des emails détaillant explicitement le plan. La famille commença à lire. Et à chaque ligne, l'expression passait du choc à l'horreur, puis à la fureur absolue. « Tu as planifié de détruire ta propre belle-fille ?» demanda la sœur de la belle-mère, la voix tremblante. « De voler le bébé de sa propre mère ? Avec des mensonges ?» La belle-mère était blanche maintenant, tremblante, parce qu'elle avait enfin compris. Elle n'était pas tombée dans un piège. Elle avait construit sa propre guillotine. Et Claire avait juste attendu patiemment le bon moment pour actionner la lame. « Chaque mot que vous avez prononcé ici a été témoigné par 300 personnes, dit Claire. Vous vous êtes incriminé devant toute votre famille, devant toute la société que vous vouliez tant impressionner. » Jouan était debout, regardant sa mère avec une expression mêlant trahison, horreur et dégoût. « Maman, dit-il, la voix brisée, tu as essayé de me voler mon fils ? Je te protégeais, cria-t-elle, perdant finalement son sang-froid. Cette femme n'est pas digne de toi, pas digne de notre famille. Non, dit Jouan, la voix ferme maintenant. Tu ne me protégeais pas. Tu essayais de contrôler, comme tu l'as toujours fait. Mais cette fois, tu es allé trop loin. Il se tourna vers Claire. Et pour la première fois, il la vit vraiment. Non pas comme l'épouse que sa mère avait choisie parce qu'elle semblait docile,
mais comme la femme qui avait l'intelligence de détecter une conspiration, le courage de tout documenter, la patience d'attendre le bon moment, et la force d'exécuter la contre-attaque parfaite. Tu savais depuis le début, dit-il, plus une déclaration qu'une question. Il y a 3 semaines, confirma Claire. Et chaque jour depuis a fait partie du plan pour s'assurer qu'elle se démasque complètement. L'inspectrice Carvalho s'approcha de la belle-mère. Madame Helena, nous avons besoin que vous veniez avec nous. Vous avez droit à un avocat, bien que le vôtre soit également en train d'être arrêté. La réalité frappa enfin. La belle-mère regarda autour d'elle, cherchant des alliés, cherchant quelqu'un qui la croirait, qui la défendrait. Elle ne trouva que des regards de condamnation, de trahison, de dégoût. Sa propre sœur détourna le regard. Ses cousins secouèrent la tête en signe de désapprobation. Ses amis chuchotaient entre elles, planifiant déjà comment se distancier de ce scandale. En un seul instant, elle avait détruit des décennies de réputation construite. Elle avait révélé sa vraie nature à tous ceux qui comptaient. Elle était devenue exactement ce qu'elle avait toujours craint d'être vue, une fraude, une manipulatrice, une menteuse démasquée. « Comment oses-tu » siffla-t-elle à Claire, la voix pleine d'un venin final. « Comment oses-tu m'humilier ainsi ?» Claire s'approcha, regarda directement dans les yeux de la belle-mère, et quand elle parla, sa voix portait le poids de toutes les manipulations subies, de toutes les humiliations silencieuses, de tous les jeux psychologiques des derniers mois. Vous avez essayé de me détruire au moment qui aurait dû être le plus heureux de ma vie. Vous avez essayé de me voler mon enfant. Vous avez essayé de me faire passer pour folle devant toute la société. Et vous demandez comment j'ose ? Elle fit un pas de plus. Je ne vous ai pas humilié. Vous vous êtes humilié. Je vous ai juste donné assez de cordes pour que vous construisiez vous-même la potence. Silence absolu dans le salon. Et puis, lentement, quelqu'un commença à applaudir. Une des tantes de João, puis une autre personne, puis une autre. Jusqu'à ce que tout le salon applaudisse Claire. Pas des applaudissements de mariage, des applaudissements de reconnaissance, de respect, d'admiration pour quelqu'un qui a fait face à une manipulation systématique et a répondu non pas avec émotion, mais avec une stratégie froide et une exécution impeccable. La belle-mère fut emmenée par les policiers, son avocat corrompu menotté à ses côtés, les faux documents confisqués comme preuve. Et Claire resta au centre du salon, tenant toujours son bébé, toujours avec ce calme d'acier, maintenant enfin reconnue pour ce qu'elle a toujours été. Pas une victime, pas une belle-fille docile, pas une pièce facile à manipuler. Une joueuse magistrale qui a transformé le propre plan de l'ennemi en piège parfait. Mais tandis que les invités digéraient ce qu'ils venaient de voir, tandis que la famille tentait de comprendre l'ampleur de la trahison exposée, Claire regarda João avec une expression qu'il ne put déchiffrer complètement, parce que la vérité était plus profonde que tout le monde ne l'imaginait. La vengeance n'était pas terminée. Elle venait juste de commencer. La poussière commençait à retomber, mais le tremblement de terre qui avait secoué cette famille résonnait encore dans chaque pièce de cette maison. Dans les jours qui suivirent la révélation dans la salle à manger, lorsque la belle-mère vit sa propre voix projetée à la télévision, avouant sa tentative d'empoisonnement, quelque chose de fondamental se brisa. Non seulement dans la dynamique familiale, mais dans la structure même du pouvoir que cette femme avait construite pendant des décennies. La belle-fille observait tout avec un calme impressionnant. Tandis qu'elle tenait le bébé dans ses bras, elle voyait les membres de la famille assimiler l'impact de ces images. Le mari ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans le salon, rembobinant mentalement chaque instant des derniers mois, chaque fois que sa mère avait dit quelque chose sur sa femme, chaque occasion où il aurait dû questionner, aurait dû défendre, aurait dû voir. « Comment n'ai-je pas remarqué ?» murmura-t-il pour lui-même, la tête entre les mains. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» Mais la cécité prenait fin maintenant, et ce qu'il voyait le dévastait. Dans les 3 jours qui suivirent, la vérité complète commença à émerger, car cet enregistrement à la télévision n'était que le premier acte. La belle-fille avait tout documenté, absolument tout. Chaque message texte venimeux que la belle-mère avait envoyé à des membres de la famille pour la diffamer. Chaque appel enregistré où elle conspirait pour saboter le mariage. Chaque email à des connaissances répandant des mensonges sur la femme incompétente qui était en train de détruire son fils. Et quand la belle-fille présenta cette documentation complète à son mari, s'asseyant avec lui à la table, de la cuisine avec des dossiers organisés chronologiquement, il vit enfin l'étendue de la guerre qui avait été menée contre sa femme pendant qu'il restait inconscient. « Elle a envoyé des messages à tes collègues de travail », dit calmement la belle-fille, montrant les captures d'écran. « Tentant de ruiner ta réputation professionnelle. Elle a dit que tu étais contrôlé, manipulé, que je t'avais aliéné de la famille.
Le mari lisait chaque message avec une horreur croissante. « Elle a contacté ma famille », continua la belle-fille, sa voix toujours sereine mais ferme. « Elle a dit à ma mère que je négligeais le bébé, que la maison était sale, que je n'étais pas assez bien pour toi. » Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur son visage, tandis qu'il tournait les pages de cette documentation méticuleuse. Et quand j'ai découvert que j'étais de nouveau enceinte, la belle-fille prit une profonde inspiration, sa main allant instinctivement vers son ventre encore discret. Elle a intensifié ses actions, parce qu'elle savait. Elle savait qu'un autre bébé consoliderait notre famille, rendrait plus difficile de me briser et de me chasser. Le mari leva les yeux, choqué. « Tu es enceinte ?»« De 10 semaines, confirma-t-elle. Et cette fois, notre enfant naîtra en sécurité, parce que cette fois, tu es éveillé. » Ce fut à ce moment-là que quelque chose de fondamental changea chez le mari. La culpabilité qu'il ressentait se transforma en une détermination de fer. Il avait échoué à protéger sa femme. Il avait échoué à voir la guerre menée dans sa propre maison. Mais il n'échouerait plus. « De quoi as-tu besoin de moi ?» demanda-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Que dois-je faire pour arranger ça ?» Et ce fut alors que la belle-fille révéla la deuxième phase de son plan, car documenter ne suffisait pas, exposer ne suffisait pas. Elle devait s'assurer que cela ne puisse plus jamais arriver. Qu'aucune autre femme, aucune autre belle-fille, aucun autre bébé innocent ne puisse être victime de cette femme. « Nous allons aux autorités, » dit-elle calmement. « La tentative d'empoisonnement est un crime. Les menaces documentées sont un crime. La manipulation émotionnelle systématique d'une personne âgée vulnérable peut être considérée comme de l'abus. » Le mari déglutit. Poursuivre sa propre mère en justice. L'idée était dévastatrice. « Je sais ce que je te demande, » continua la belle-fille, sa main touchant doucement la sienne. « Je sais que c'est ta mère. Mais elle a essayé de me tuer. Elle a essayé de tuer notre bébé. Et si nous la laissons s'en tirer impunément, elle le fera encore. Peut-être pas avec moi, mais avec la prochaine femme, la prochaine belle-fille, la prochaine cible qu'elle considérera comme une menace à son contrôle. Elle avait raison, il savait qu'elle avait raison. De plus, ajouta la belle-fille, sa voix prenant un ton plus stratégique, nous avons besoin d'une ordonnance restrictive, une documentation légale qui lui interdise de s'approcher de moi, du bébé ou de notre maison. Une protection permanente, pas seulement des promesses temporaires. Et puis vint le coup final, l'élément avancé qui garantirait une protection durable. « Et nous allons rendre cela public, » dit-elle, observant sa réaction. « Pas de manière vengeresse, mais nous allons tout documenter légalement, créer un registre public que n'importe qui pourra consulter. Parce que les femmes comme ta mère prospèrent dans le secret. Elles comptent sur le fait que les victimes restent silencieuses par honte ou par peur. Mais quand il y a un registre public, quand il y a des conséquences documentées, leur pouvoir disparaît. » C'était brillant, absolument brillant, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de se protéger elle-même. Il s'agissait de créer un précédent, une barrière protectrice qui continuerait d'exister même si la mémoire émotionnelle s'estompait avec le temps. Le mari hocha lentement la tête, la réalité de ce qu'ils étaient sur le point de faire pesant sur lui. « Faisons-le, tout cela. » Et ils le firent. Dans les semaines qui suivirent, le processus se déroula avec une précision chirurgicale. La police fut contactée, les preuves furent présentées, des avocats furent engagés. Et la belle-mère, qui avait régné en maître absolu sur cette famille pendant des décennies, se retrouva pour la première fois de sa vie face à de réelles conséquences. La procédure pénale a progressé. Les accusations incluaient tentative d'empoisonnement, menaces terroristes et harcèlement systématique. Les preuves étaient irréfutables. Les enregistrements, les messages, le témoignage du mari qui s'était enfin réveillé, la famille élargie était sous le choc. Certains n'ont d'abord refusé de croire. Elle ne ferait jamais ça, insistaient ceux qui avaient été aveuglés par sa vraie nature. Mais quand ils ont vu les preuves, quand ils ont entendu les enregistrements, quand ils ont confronté la réalité documentée, le choc a cédé la place à une compréhension horrifiée. La belle-mère a tenté de manipuler le récit, comme elle l'avait toujours fait. Elle a appelé tous les proches, pleurant, se déclarant victime d'une belle-fille cruelle et vengeresse. Mais cette fois, personne n'a cru, parce que cette fois, il y avait des preuves concrètes qui ne pouvaient être ni déformées ni réinterprétées. Et puis vint le verdict, coupable, de toutes les accusations. La sentence comprenait une liberté conditionnelle, des amendes substantielles et, plus importante encore, une ordonnance de restriction permanente. Il lui était légalement interdit d'approcher sa belle-fille, le bébé ou la maison de son fils. Toute violation entraînerait une arrestation immédiate. Mais les conséquences légales n'étaient qu'un début.
Parce que la belle-mère a également fait face à quelque chose qui l'effrayait encore plus. L'ostracisme social. La communauté qu'elle avait cultivée pendant des décennies, où elle avait bâti une réputation de matriarche pieuse et dévouée, s'est retournée contre elle. Les femmes du groupe de prière l'évitaient. Les voisins traversèrent la rue pour ne pas la saluer. Les membres de la famille se sont éloignés, honteux et horrifiés. Elle avait tenté d'empoisonner une mère allaitante et un bébé. Elle avait manipulé son propre fils. Elle avait menti, conspiré et causé des dommages délibérés. Et maintenant, tout le monde le savait. La belle-fille a assisté à ce déroulement avec un mélange de satisfaction et de tristesse. Satisfaction parce que justice était faite. Tristesse parce qu'elle reconnaissait la tragédie de tout cela. Une femme tellement consumée par la peur et le besoin de contrôle qu'elle s'est détruite elle-même. Mais la tristesse ne signifiait pas le regret. Parce qu'une nouvelle vie grandissait en elle. Un bébé qui méritait la sécurité. Un enfant qui méritait une grand-mère absente plutôt qu'une grand-mère toxique. Une famille qui méritait la paix. Le mari s'est complètement transformé pendant cette période. La culpabilité qu'il portait l'a motivé à devenir le partenaire et le protecteur que sa femme avait toujours mérité. Il a assumé des responsabilités domestiques qu'il considérait auparavant comme du travail de femme. Il se levait pour les tétées nocturnes. Il changeait les couches sans se plaindre. Et, plus important encore, il a commencé une thérapie. « Je dois comprendre comment j'ai pu être si manipulé », a-t-il dit à sa femme un soir, alors qu'ils bercèrent le bébé ensemble. « Je dois m'assurer de ne plus jamais être aussi aveugle. » Elle a touché son visage avec tendresse. « Le fait que tu le reconnaisses est déjà transformateur. »« Ce n'est pas suffisant, » a-t-il insisté. « Tu as failli mourir. Notre bébé a failli mourir. Parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas agi, je n'ai pas protégé. Cela ne peut plus jamais arriver. » Mais cela n'est pas arrivé. Parce que le mari ne s'est pas seulement réveillé, il s'est transformé. Il est devenu hyper vigilant quant à la protection de sa famille nucléaire. Il a établi des limites fermes avec tous les membres de la famille. Et il a clairement fait savoir à quiconque tenterait de remettre en question sa femme. Elle était la reine de ce foyer, et il était son plus fervent défenseur. La dynamique familiale a été complètement réorganisée. La belle-fille, qui avait été traitée comme une intruse tolérée, était maintenant reconnue pour ce qu'elle avait toujours été. La force stabilisatrice, la protectrice, la véritable leader de cette famille. Les beaux-parents, le père était resté étrangement passif pendant tout cela, ont été informés qu'ils n'auraient pas accès à leurs petits-enfants, tant qu'ils ne feraient pas preuve d'un changement authentique et d'un respect total envers la mère des enfants. Et cela n'était pas négociable. Quelques mois plus tard, alors que le ventre de la belle-fille était déjà proéminent avec sa deuxième grossesse, elle était assise sur le canapé, caressant le bébé qui dormait dans ses bras. Le mari était dans la cuisine, préparant le dîner, une routine qui était maintenant normale dans leur maison. La maison était tranquille, sûre, en paix, et la belle-fille s'est permis de réfléchir au chemin qui l'avait menée là. Elle était arrivée dans cette famille comme une épouse naïve et optimiste, espérant amour et acceptation. Elle a trouvé la guerre et une tentative de destruction. Et à travers cette guerre, elle a découvert en elle quelque chose qu'elle ne savait pas exister. Une force implacable, une intelligence stratégique, une détermination à protéger qui était plus puissante que n'importe quelle arme que sa belle-mère aurait pu brandir contre elle. Ne sous-estimez jamais une mère qui protège ses enfants, a-t-elle murmuré à elle-même en regardant le bébé endormi, parce qu'elle trouvera des forces qu'elle ne savait même pas posséder. Elle développera des compétences dont elle n'avait jamais eu besoin auparavant. Elle deviendra implacable dans sa protection. La porte d'entrée s'est ouverte et son mari est entré, apportant des courses. Il a souri en la voyant, ce sourire maintenant libre. La procédure pénale a progressé. Les accusations comprenaient tentative d'empoisonnement, menaces terroristes et harcèlement systématique. Les preuves étaient irréfutables. Les enregistrements, les messages, le témoignage du mari qui s'était enfin réveillé, la famille élargie fut choquée. Certains refusèrent initialement d'y croire. Elle ne ferait jamais ça, insistaient ceux qui avaient été aveuglés à sa vraie nature. Mais quand ils virent les preuves, quand ils entendirent les enregistrements, quand ils affrontèrent la réalité documentée, le choc fit place à une compréhension horrifiée. La belle-mère tenta de manipuler le récit, comme elle l'avait toujours fait. Elle appela tous les proches, pleurant, se déclarant victime d'une bru cruelle et vindicative. Mais cette fois, personne ne l'a cru. Parce que cette fois, il y avait des preuves. Des preuves concrètes qui ne pouvaient être ni déformées, ni réinterprétées. Et puis vint le verdict, coupable, de toutes les accusations. La sentence incluait une liberté conditionnelle, des amendes substantielles, et plus important encore, une ordonnance restrictive permanente. Il lui était légalement interdit d'approcher sa belle-fille, le bébé ou la maison de son fils. Toute violation entraînerait une arrestation immédiate. Mais les conséquences légales n'étaient qu'un début.
Parce que la belle-mère affronta aussi quelque chose qui l'effrayait encore plus, l'ostracisme social. La communauté qu'elle avait cultivée pendant des décennies, où elle avait construit une réputation de matriarche pieuse et dévouée, se retourna contre elle. Les femmes du groupe de prière l'évitaient. Les voisins traversèrent la rue pour ne pas la saluer. Les membres de la famille s'éloignèrent, honteux et horrifiés. Elle avait tenté d'empoisonner une mère allaitante et un bébé. Elle avait manipulé son propre fils. Elle avait menti, conspiré et causé des torts délibérés. Et maintenant, tout le monde le savait. La belle-fille assista à ce déroulement avec un mélange de satisfaction et de tristesse. Satisfaction parce que justice était rendue. Tristesse parce qu'elle reconnaissait la tragédie de tout cela, une femme tellement consumée par la peur et le besoin de contrôle qu'elle s'était détruite elle-même. Mais la tristesse ne signifiait pas le regret, car une nouvelle vie grandissait en elle. Un bébé qui méritait la sécurité. Un enfant qui méritait une grand-mère absente plutôt qu'une grand-mère toxique. Une famille qui méritait la paix. Le mari se transforma complètement pendant cette période. La culpabilité qu'il portait le motiva à devenir le partenaire et le protecteur que sa femme avait toujours mérité. Il assuma des responsabilités domestiques qu'il considérait auparavant comme travail de femme. Il se levait pour les repas nocturnes. Il changeait les couches sans se plaindre. Et plus important encore, il commença une thérapie. « Je dois comprendre comment j'ai pu être autant manipulé », dit-il à sa femme un soir, alors qu'ils berçaient le bébé ensemble. « Je dois m'assurer de ne plus jamais être aussi aveugle. » Elle toucha son visage avec tendresse. « Le fait que tu le reconnaisses est déjà transformateur. »« Ce n'est pas suffisant, » insista-t-il. « Tu as failli mourir. Notre bébé a failli mourir. Parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas agi, je n'ai pas protégé. Cela ne peut plus jamais se reproduire. » Et cela ne se reproduisit pas, car le mari ne s'est pas seulement réveillé, il s'est transformé. Il est devenu hyper vigilant quant à la protection de sa famille nucléaire. Il a établi des limites fermes avec tous les membres de sa famille. Et il a clairement fait comprendre à quiconque tenterait de remettre en question sa femme. Elle était la reine de ce foyer. Et il était son défenseur le plus féroce. La dynamique familiale fut complètement réorganisée. La belle-fille, qui avait été traitée comme une intruse tolérée, fut désormais reconnue pour ce qu'elle avait toujours été. La force stabilisatrice, la protectrice, la véritable leader de cette famille. Les beaux-parents, le père, étaient restés étrangement passifs. Pendant tout cela furent informés qu'ils n'auraient pas accès à leurs petits-enfants tant qu'ils ne démontreraient pas un changement authentique et un respect total pour la mère des enfants. Et cela n'était pas négociable. Quelques mois plus tard, alors que le ventre de la belle-fille était déjà proéminent avec la deuxième grossesse, elle était assise sur le canapé, caressant le bébé qui dormait dans ses bras. Son mari était dans la cuisine, préparant le dîner, une routine qui était désormais normale dans leur maison. La maison était tranquille, sûre, en paix. Et la belle-fille se permit de réfléchir au chemin qu'il avait mené jusqu'ici. Elle était arrivée dans cette famille comme une épouse naïve et optimiste, espérant amour et acceptation. Elle y trouva la guerre et la tentative de destruction. Et à travers cette guerre, elle découvrit en elle une chose qu'elle ne soupçonnait pas. Une force implacable, une intelligence stratégique, une détermination à protéger qui était plus puissante que toute arme que sa belle-mère aurait pu brandir contre elle. Ne sous-estimez jamais une mère protégeant ses enfants, murmura-t-elle à elle-même, regardant le bébé endormi, car elle trouvera des forces qu'elle ignorait posséder. Elle développera des compétences dont elle n'avait jamais eu besoin auparavant. Elle deviendra implacable dans sa protection. La porte d'entrée s'ouvrit et son mari entra, portant les courses. Il sourit en la voyant. Ce sourire maintenant libéré de la tension qu'il portait lorsqu'il vivait entre deux femmes en conflit. Maintenant, il avait fait son choix. Et il avait choisi correctement. « Comment vont mes amours ?» demanda-t-il, s'agenouillant à côté du canapé et embrassant son front, puis la tête du bébé. « Nous allons bien, » répondit-elle, sa main touchant la sienne. « Nous sommes en sécurité. Nous sommes en paix. » Et c'était vrai. La tempête était passée. La guerre était terminée. Et de ses cendres émergea une famille plus forte, une épouse qui connaissait son propre pouvoir, un mari qui voyait enfin clairement, et des enfants qui grandirent dans un foyer où l'amour n'était pas confondu avec le contrôle, où la protection n'était pas un déguisement pour l'abus. La leçon était maintenant cristallisée, claire comme le jour. La vertu intérieure, lorsqu'elle est mise à l'épreuve, révèle sa véritable force. La victime apparente était, en réalité, la reine en attente. La femme qui semblait faible était la plus forte de toutes. Et celle qui a tenté de détruire par la manipulation a été, en fin de compte, détruite par sa propre cruauté exposée à la lumière. Il y a du pouvoir dans les mains qui bercent les bébés. Il y a de la stratégie dans l'esprit qui planifie les tétés nocturnes. Il y a une force implacable dans le cœur qui bat pour deux. Et quand ce pouvoir est éveillé, quand cette force est défiée, elle devient une force de la nature qu'aucune manipulation ne peut vaincre.
Des mois plus tard, lorsque le deuxième bébé est né, une petite fille en bonne santé avec les yeux de sa mère, la belle-fille l'a tenue pour la première fois et a pensé à tout ce que cet enfant n'aurait jamais à endurer. Elle n'aurait jamais à sourire quand elle voulait pleurer. Elle n'aurait jamais à avaler du poison déguisé en soupe. Elle n'aurait jamais à craindre la grand-mère qui aurait dû la protéger. Parce que sa mère avait mené cette guerre pour qu'elle n'ait pas à le faire. Elle avait exposé l'obscurité pour que sa fille puisse grandir dans la lumière. Elle avait été stratégique et implacable pour que sa fille puisse être simplement une enfant. « Bienvenue dans un foyer sûr », a-t-elle murmuré au nouveau-né. « Bienvenue dans une famille qui t'aimera sans condition. Bienvenue dans le monde que ta mère a rendu sûr pour toi. » Et à ce moment-là, avec ses deux enfants, l'un dans ses bras, l'autre à ses côtés sur le canapé, et son mari transformé assis à proximité, la belle-fille s'est finalement permis de ressentir une victoire complète. Non pas la victoire cruelle de la vengeance, mais la victoire juste d'une protection réussie. La victoire qui importait. Elle avait été testée par le feu et en était ressortie non pas brûlée, mais trempée, transformée de victime apparente en reine révélée. Et personne, plus jamais, ne sous-estimerait la force qui habitait son cœur maternel. Parce qu'au final, c'est la vérité qui résonne à travers les âges. L'amour d'une mère, lorsqu'il est menacé, devient la force la plus puissante sur Terre, plus fort que la manipulation, plus fort que le contrôle, plus fort que des décennies de domination tyrannique. C'est la force qui déplace les montagnes, expose les vérités et reconstruit les mondes. Et malheur à celui qui éveille cette force en s'attendant à trouver de la faiblesse, car il découvrira, trop tard, qu'il a défié quelque chose d'invincible. Si vous croyez que la force intérieure triomphe de la manipulation externe, que l'amour protecteur l'emporte sur le contrôle toxique, et que la justice, même si elle prend du temps, finit par prévaloir, sachez que cette histoire en est la preuve vivante. La preuve que les apparences sont trompeuses, que la vraie force porte souvent le déguisement de la gentillesse, et que sous-estimer une mère protégeant ses enfants est l'erreur la plus dangereuse que l'on puisse commettre. La belle-fille ferma les yeux, ses bébés en sécurité dans ses bras, son mari à ses côtés, sa maison enfin en paix, et elle sourit, parce qu'elle avait gagné, non pas par cruauté ou vengeance, mais par stratégie, courage et la force implacable de l'amour maternel. Et cette victoire, bâtie sur la justice et la protection, était une victoire qui durerait pour toujours. L'ordre était rétabli. Non pas l'ancien ordre de contrôle et de manipulation, mais un nouvel ordre. Un ordre où l'amour était authentique, où la protection était réelle, et où la vraie reine, celle qui avait le courage de protéger au lieu de contrôler, occupait enfin son trône légitime. Et tous ceux qui ont été témoins de cette transformation ont appris une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Ne jamais, jamais sous-estimer la femme silencieuse berçant un bébé. Car en elle peut habiter la force qui ébranle les empires, expose les tyrannies et reconstruit les mondes. C'est la promesse de la vertu intérieure. C'est la force de l'amour maternel. Et c'est la victoire de ceux qui protègent au lieu de contrôler, qui aiment au lieu de manipuler, qui choisissent la lumière même lorsque l'obscurité semble plus facile. Au final, toujours, la lumière gagne.